Tu fais quoi, là? Je suis en train de soigner la pelouse. En fait, je trouve que l'herbe, elle a une mauvaise tête. Elle est en train de tomber malade, d'attraper froid. Oh, mais qu'est-ce que je disais? 5 degrés, justement. Mais c'est normal, il fait froid, on est en janvier. Oui, mais je veux pas qu'elle s'enrhume, tu comprends? Alors, je vais lui donner un petit Doliprane. Tiens. Mais ça ne s'enrhume pas, la pelouse. Ça s'enrhume pas la pelouse? Et le rhume des foins? Bonjour à tous. Je voulais signaler, c'est pas le regard qui est inquiétant, hein, c'est la capuche. Hein, ça fait un peu au nom de la rose quand même dans le jardin. Mais enfin bon, on va se rattraper pendant l'émission. Bonjour Julie. Bonjour Vincent. Vous vous sentez ensemble, c'est mieux aujourd'hui? Oui, Vous êtes tous les bien jours. On est bien, Bah on oui. est bien ensemble Oui, on est hein, bien, ici, toujours, franchement. toujours. Et notre Rafale qui est quelque part dans Paris, du côté du 5e arrondissement. Aussi, il a la capuche. Ah bah, il a la capuche. Eh ben, on se fera le haut nom de la rose tous les deux tout à l'heure, Rafale. Un petit remake, hein, uniquement pour la famille et les amis. Mes amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche énormément parce que nous, on est vert, nous, on est green. Et on va parler de comment garder ses plantes en bonne santé, ses plantes d'intérieur, avec Benjamin Marie, qui est le cofondateur de Bobby la Plante. Bonjour. Bonjour, Benjamin. C'est quoi Bobby la Plante? Alors, Bobby la Plante, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas la main verte ou qui n'ont pas envie d'entretenir trop les plantes. Donc, c'est la plante facile d'entretien. Au hasard, moi je suis pas très main Vous n'êtes verte. pas tout Non, seul. effectivement, non. J'ai la main lourde, mais pas verte. Et on va parler des plantes, mais on va aussi parler des animaux, parce que ce sont les deux composantes de la nature qu'on aime. Et on reçoit aujourd'hui Alix Barbarino, qui est une habituée de l'émission, vétérinaire à l'école d'Alfort. Bonjour Alix. Bonjour. Aujourd'hui, on parle des petits, des chatons, des chiots, hein, et de leur pathologie, on va dire. Bah, tant qu'à faire, oui, des problèmes, hein, toujours. Ouais, toujours des problèmes pour essayer de les éviter. Exactement. Bon, très bien. Bah, ça nous intéresse parce on aime tellement les chats et les chiens, ici et partout en France d'ailleurs, et en Île-de-France. Mes amis, aujourd'hui, un très grand chef nous accompagne vers notre déjeuner. Je ne dis pas que ce qu'il va vous montrer, vous pourrez le faire du premier coup, parce que lui est très doué. C'est Yannick Franck. Bonjour Yannick. Bonjour Vincent. Yannick, le chef. Attendez, quand je vais dire le nom du restaurant, ça calme tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même des mythes en France. La Tour d'Argent. Voilà. Vous avez dû en rêver avant de devenir chef à la Tour d'Argent, vous, hein? Exactement, ouais, c'est quand même un lieu mythique et voilà. Ouais, une belle consécration dans la vie d'un chef, hein, parce que Exactement. les chefs, ils sont un peu voyageurs. Il y a un mercato des chefs, ça bouge. Et puis quand on arrive dans une maison comme la Tour d'Argent, on se dit bon, je me pose un petit moment, hein. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Un œuf? Un œuf Mais mystère. Un œuf, Voilà, 9 mystères. Chut, on dit rien pour l'instant? on dit rien. On voit que ça a la tête d'un mystère, mais on dit rien. Allez, mes amis, on va immédiatement retourner voir notre père prieur du côté du 5e arrondissement. Il a laissé tomber la capuche. On va au cinéma. Un Rafale. Exactement, et vous découvrez à l'image, la clé, c'est dans le 5e arrondissement de Paris. Vous le connaissez sûrement, mais vous saviez que c'était le dernier cinéma associatif de la capitale. On va poser la question justement à Derek, qui est le président de l'association Home, qui fait revivre ce cinéma qui est en mode la clé revival. Est-ce que c'est vraiment le dernier ? Alors c'est le dernier cinéma associatif et c'est une association qui s'appelle Home Cinéma et qui donc du coup s'est créée pour l'occupation. Et voilà, c'est un cinéma associatif, c'est pour défendre des films peu ou mal distribués, mais pas que. C'est aussi de la seconde main de films qui sont plus dans les salles d'arrêt d'essai et que le temps que le bouche à oreille fonctionne, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être la grosse différence avec, je sais pas, les cinémas de périphérie ou d'autres chaînes de cinéma d'ailleurs, hein, qu'on voit aussi dans la capitale, que celles et ceux qui nous regardent peuvent côtoyer de temps en temps? Bah déjà, c'est des prix plus abordables et puis c'est aussi défendre justement des films peu ou mal distribués et dans les autres salles qui doivent plus rendre des comptes avec les distributeurs, tout ça. Du coup, ils ne sont pas à même forcément de les projeter. Alors que nous, on est plus accueillants pour toute cinématographie diversifiée. Plus accueillant, j'imagine qu'il y a aussi des rencontres, on peut aussi voir celles et ceux qui font les films. Oui, on encourage, même depuis sa légalité, on encourageait énormément ces films-là, quoi. Et c'est surtout les présences pour les débats. C'est une salle d'arrêt d'essai également qui accueillait énormément de débats. Un cinéma qui existe depuis 1973, si je ne me trompe pas, et vous allez l'apprendre tout à l'heure. En tout cas, on va voir comment ça se passe. Les voisins, les voisines du quartier participent aussi à la programmation. On va faire un petit tour? C'est par ici?
Tu m'invites Parce que j'ai pas mon billet, je sais pas si je suis en demi-tarif, Vincent, je sais pas. Ça y est, j'en étais sur le tarif étudiant. Il leur fait le coup à chaque fois, Rafale. Bon, on dira rien. Mes amis, aujourd'hui, puisque c'est mercredi, on a peut-être un peu de temps, surtout avec les enfants, on va s'occuper un peu du jardin intérieur, de la santé de nos plantes d'intérieur. Donc, je suis avec Benjamin Marie. Benjamin Marie, le cofondateur de Bobby la Plante, qui va vous aider à jardiner un petit peu mieux, enfin, en tout cas, à prendre soin de vos plantes en intérieur. Quelques petits conseils simples. Oui, c'est ce qu'il nous faut, parce qu'on n'est pas des cadors. En revanche, je note au passage que dans la famille Marie, il y a pas mal de gens qui s'occupent des plantes. Votre cousin, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est Stéphane Marie, notre jardinier maison à France Télévisions, qu'on salue d'ailleurs, Stéphane Marie, parce qu'il donne toujours des très bons conseils. Comme quoi, les maris, ça sert à ça. Alors, mes amis, petite question sur la plante d'intérieur. Comment se porte le marché aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que globalement, dans les milieux urbains, tout le monde a au moins quelques petites plantes vertes à l'intérieur de son home. C'est rare de trouver des maisons où il n'y a vraiment pas du tout de plantes. De plus en plus, en fait. Ouais. Là, il y a plus de 90% des Français qui ont au moins une plante chez eux. Quand même. Et c'est un secteur en plein développement, surtout dans les villes. Avec des petits espaces et puis avoir des plantes autour de soi, ça amène du bonheur. Et de l'oxygène, Julie, franchement. Et oui, vous l'avez dit, les Français sont de plus en plus nombreux à acheter des plantes et plus seulement pour leur jardin. Monstera, succulentes, cactus ont envahi nos intérieurs. Il faut dire que ces plantes ont de nombreuses vertus. Elles sont anti-polluantes, purifiantes, relaxantes, mais c'est vrai, elles demandent un peu d'entretien. Alors voici quelques conseils en images pour avoir des plantes en bonne santé, puis après on approfondit la question avec vous, Benjamin Marie. Elles sont belles, tes plantes. T'as la main verte. Oh, faut juste veiller au grain. Nous achetons toujours plus de plantes d'intérieur. 54% des Français en ont acheté au moins une en 2018. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les moins de 35 ans qui sont les plus consommateurs. Oui, mais c'est pas le tout d'acheter un beau ficus, un yucca ou un aloe vera, encore faut-il le maintenir en bonne santé. Tout d'abord, veillez à ce que votre plante ait suffisamment de lumière. C'est souvent la première cause des ennuis. Ne la placez jamais à plus d'1,50 m d'une fenêtre, sinon vous empêchez la photosynthèse indispensable pour qu'elle vive. A l'inverse, attention à ne pas brûler ses feuilles en l'exposant à trop de lumière. Plein sud derrière une vitre, par exemple. Et point trop d'arrosage, autre cause fréquente de décès des plantes. Mieux vaut pas assez d'eau que trop. Un excès d'arrosage va priver les racines d'oxygène et les faire pourrir. Par contre, n'hésitez pas à vaporiser de l'eau sur les feuilles, car la plupart des plantes d'intérieur sont tropicales et ont besoin d'une hygrométrie élevée. L'astuce ? Des billes d'argile au fond du pot, l'eau s'évapore doucement en épargnant les racines. Point trop de chauffage non plus. La température idéale se situe entre 17 et 19 degrés. Ok, avec tout ça, interdit de se planter. Interdit, en tout cas, on va essayer de ne pas se planter et de vous donner des bons conseils avec Benjamin Marie. Benjamin, on se connaît depuis 5 minutes, je peux vous appeler Ben ? Allez. Non. Allons-y. Le type extrêmement familier, quoi, dans son genre. Alors, non, mais Benjamin, ça me va. Moi, je trouve ça un très beau prénom. Benjamin, d'abord, en dehors du fait qu'il y ait des zones, on va dire, dédiées dans les jardineries, là où on va faire son marché, comment est-ce qu'on reconnaît les plantes d'intérieur ? Les plantes d'intérieur, c'est quoi ? Alors, reconnaître une plante d'intérieur, c'est pas évident. En fait, les plantes d'intérieur, à l'origine, ça n'existe pas. Déjà, et d'une. Voilà, c'est des plantes qui, dans leur milieu d'origine, donc beaucoup dans les zones tropicales et subtropicales d'ailleurs, vivent à l'extérieur. Et elles ont été introduites en France, enfin dans nos pays, après quelques multiplications pour... Hybridation éventuellement. Oui, aussi. Et parce que nos intérieurs ressemblent un petit peu à leur milieu naturel. En sachant que chez nous, c'est un petit peu plus sec, alors que dans leur milieu d'origine, c'est très humide. Chaque plante a ses spécificités. Quand on en a chez nous, par exemple, une plante qui manque de lumière, à quoi on le reconnaît ? Alors, souvent en l'observant. On peut, par exemple, cette plante-là... Par exemple, si on ne la voit pas, elle manque de lumière. C'est qu'on est dans le noir et là, c'est pas bon. Tout à fait. Après, par exemple, le croton, cette plante-là, c'est une plante qui, quand elle a soif, les feuilles sont tombantes. Et donc, si on réagit assez vite,
en l'arrosant, en quelques heures, c'est même assez impressionnant des fois. Elle se redresse, on la voit Exactement, presque à ouais. l'œil nu se redresser. Donc après, le fait d'avoir des plantes chez soi, on les voit un petit peu tous les jours. Donc à la fin, on remarque un petit peu quand elles ont soif, quand elles ne sont pas pareilles que d'habitude. Quand elles ont soif, mais quand elles manquent de lumière, c'est plus compliqué. Alors quand elles manquent de lumière, souvent le feuillage il s'éclaircit. D'accord. Alors après, bon, je reste encore sur cette plante, le croton, parce qu'on voit qu'il y a des belles couleurs. C'est la lumière qui va lui donner justement ces couleurs. S'il est moins à la lumière, les feuilles vont être plutôt vertes que colorées. Donc c'est au niveau du feuillage aussi. Et si elle manque vraiment de lumière, c'est pareil, les feuilles peuvent s'affaisser. On a une question d'un téléspectateur pour vous, Benjamin. On l'écoute et puis on y répond. J'aime les plantes. Mon problème, mon appartement est sombre et je travaille beaucoup, j'ai vraiment pas du tout le temps de les entretenir. J'affectionne particulièrement les cactus ou les succulentes ou autres plantes grasses. Mon problème, c'est que elles meurent, elles tiennent vraiment pas. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez comme plantes qui demandent vraiment pas beaucoup de soins et qui sont pas très exigeantes en lumière? Merci. Alors question. Effectivement, les cactus, les plantes grasses, ça fait partie des plantes qui demandent le plus de lumière. Donc le fait que vous n'arrivez pas à les tenir, c'est justement qu'elles manquent de lumière. Après, toutes les plantes ont des particularités différentes, donc il faut s'adapter à l'endroit où elles vont être mises. Donc par exemple, une fougère, là, ça serait idéal pour l'intérieur de ce monsieur, parce que c'est une plante qui demande très peu de lumière. Ah, c'est sous-bois. Voilà. C'est-à-dire qu'elles sont toujours à l'ombre, Exactement. en quelque sorte. Après, il y a aussi quelques petits palmiers d'intérieur, les Camadorea par exemple, ou les Kensia, qui aussi tolèrent bien. Après, celle qu'on voit à l'image, pareil, le cheffleurat, c'est une plante qui pousse très bien sans trop de lumière. Est-ce que le choix du terreau ou de la terre qu'on met quand on rempote notre plante est important? Alors oui, en règle générale, sur les plantes d'intérieur, hormis les fougères, on est sur du terreau universel. Les fougères, c'est des plantes c'est bien de mettre de la terre de bruyère. Après, nous, Qui est acide. Qui est plus acide, voilà. C'est des plantes qui demandent de l'acidité. Après, nous, notre concept chez Bobby Laplante, en fait, c'est qu'on n'utilise plus du tout de terre. On utilise cette mousse qui s'appelle de la sphaigne. C'est ce qu'on sait pour faire les murs végétaux. Ça, déjà, ça permet de beaucoup moins entretenir. Pourquoi ça garde l'humidité? C'est comme une éponge. Ça prend jusqu'à 20 fois son poids en eau. Et grâce à la sphaigne, on va diviser par 2 ou 3 les arrosages. Et à l'intérieur, il y a plein d'oligo-éléments, de nutriments, tout ce que la plante en fait a besoin pour pousser. Parce que j'allais vous dire, on se dit toujours, j'arrose, donc ça fait vivre. Mais arroser, l'eau, c'est juste le véhicule des nutriments. Si on n'a que de l'eau et un substrat avec aucun nutriment, elle ne vit pas, elle ne se nourrit pas. Alors ça dépend, par exemple, les plantes carnivores, on les arrose avec de l'eau déminéralisée. On les arrose avec des mouches. Il n'y a plus de minéraux. Alors ça, normalement, c'est elle qui se gère là-dessus. C'est important de les laisser humides, mais on met de l'eau déminéralisée, donc il n'y a pas de minéraux. D'accord, justement parce que leurs minéraux viennent de... Elles n'apprécient pas du tout les minéraux dans l'eau. Mais cette mousse, par exemple, convient à tout type de plante? Oui. Alors, on peut mettre, c'est ça aussi qui est top avec la sphaigne, c'est qu'on peut tout mettre à l'intérieur. Après, il faut juste adapter l'arrosage en fonction de la plante. Tout à l'heure, on parlait des cactus. Un cactus, on va l'arroser comme ça dans cette boule-là, on va l'arroser toutes les 1 mois et demi, 2 mois. Une fougère, dans ce petit pot-là, on va l'arroser toutes les 2-3 semaines. Donc, il faut juste se renseigner sur si c'est une plante qui demande beaucoup d'eau ou pas, et après adapter l'arrosage. Et mon conseil, c'est, comme a été dit dans le sujet, une plante, vaut mieux ne pas assez l'arroser que trop l'arroser. Oui. La première cause de mortalité des plantes, c'est excès d'arrosage. C'est l'excès, c'est la pourriture des racines, exactement, en fait. Ouais. Quand on arrose, on laisse de l'eau au fond du cache-pot, ou alors on n'est pas sûr, on se dit « Ah, j'ai l'impression d'être humide, donc j'en remets un petit peu ». Donc c'est à ce moment-là, justement, il vaut mieux retarder de quelques jours l'arrosage. Voilà, ça c'est clair au moins. Et puis mettre un petit récipient d'eau sur les chauffages, sur les convecteurs, etc. Oui, ça peut. L'air soit un petit peu plus humide que. Alors il y a comme vous le disiez, des conseils qui sont donnés, c'est de mettre une petite coupelle en dessous le pot avec des petites billes d'argile ou de la pouzzolane remplie d'eau, et comme ça, quand l'eau s'évapore, ça fait un petit filet d'humidité au-dessus de la plante. Et les plantes d'intérieur aiment bien avoir un petit peu d'humidité quand même. Merci beaucoup, Benjamin. Marie, vous restez avec nous. Tout à l'heure, on va vous parler de cuisine. Je ne sais pas si vous cuisinez. Les plantes, non, mais notamment. J'aime bien manger. Ah, le potager. Le potager, forcément, hein, bien entendu. Et dites-moi, Alix, on va parler des animaux ensemble. Ça joue sur le moral des animaux, le fait d'avoir des plantes, parce qu'un biotope, c'est de la faune et de la flore. Donc,
C'est pas tout à fait prouvé scientifiquement. Malgré tout, il y a beaucoup d'animaux qui adorent manger les plantes et il faut quand même être prudent parce qu'il y a des plantes d'intérieur qui sont toxiques. Tout à fait. Ah ouais, moi je vous le certifie, hein, la mienne elle mange à peu près tout, ma chatte, des fleurs, les fleurs particulièrement, je dois dire. Hein. Ah, Romantique, ouais. votre. C'est ça, mais ça lui fait une bonne haleine, une haleine de rose, une haleine de soucis. Enfin, bon, ben, voilà, absolument. Merci beaucoup. Mes amis, on va retourner voir notre Rafale qui nous fait son cinéma ce matin, mais du cinéma associatif. Attention, pas la même. Oh bah alors, je fais pas mon cinéma, mon Vincent, j'assiste à une projection de cinéma dans une des 2 salles de ce cinéma qui s'appelle La Clé Revival, ici dans le 5e arrondissement de Paris, le dernier cinéma associatif de la capitale. Vous vous rendez compte, j'ai quand même mon billet, hein, et finalement je l'ai pas eu demi-tarif parce que, on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi un cinéma où on pratique le tarif libre, c'est quand même dingue ça. Une 60aine de places ici, une autre salle à 120 places. On a le ticket, on a la salle de projo, on peut mater un film. Mais quand même, je vais vous emmener dans le Saint des Saints, la cabine du projectionniste. On n'y va jamais. Allons-y alors. Florine Constant m'accompagne chaque matin. Et vous allez voir, c'est un petit peu étroit. Il va falloir qu'elle se fasse plus petite qu'elle ne l'est déjà pour pouvoir nous emmener dans cette cabine de projection. Ça bouge un petit peu, bien sûr, mais on est en duplex. Pour ensemble, c'est mieux. Et moi, je sais pas comment, il va falloir que je parte 5 kilos avant de pouvoir passer ici dans cette cabine. Mais nous voilà dans le Saint des Saints. Et regardez déjà tout le matériel. Et là, je vais rejoindre justement un des bénévoles de cette association qui fait revivre ce cinéma. Il s'appelle Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va, Raphaël. Bon, Vincent, t'es projectionniste, toi, alors? Alors, moi, je suis réalisateur, mais dans le cadre de cette occupation temporaire en vue de réouvrir ce cinéma, je me suis improvisé projectionniste et j'ai été formé sur Il s'est improvisé projectionniste alors qu'il est réalisateur. D'ailleurs, un de tes films est déjà passé ici? Non, pas encore, mais le 29, 30, 31, on fait 3 soirées, même le 1er février aussi, on fera des soirées où on présente les travaux faits par les adhérents de l'association Home Cinéma, qui sont tous des professionnels en activité. C'est génial. Prenez note, hein, ça vous fait déjà des choses dans l'agenda. Tu peux quand même nous montrer, tu as appris sur le tas, mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on a comme matériel? Ici, c'est une petite cabine, mais on a un super équipement. C'est un projecteur 35 mm qui ne va pas être utilisé ce soir, puisque ce soir, on a le plaisir de recevoir Benoît de Lépine et Gustave Kervern pour leur film Louise Michel. Bah oui, vous les connaissez, hein, peut-être si vous regardez quelquefois Canal, Groland, et ben ils ont sorti des films depuis, ils ont fait bien autre chose que cette émission de télé, et donc le film est joué ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce gros matériel-là? Qu'est-ce que c'est une hotte, un ventilateur? Il y a un ventilateur qui sert à refroidir la lampe du projecteur numérique. Tout ça, c'est posé sur ce qu'on appelle un DCP, c'est un lecteur de films au format professionnel en numérique. Et ça, c'est j'allais dire presque comme dans toutes les salles d'ailleurs. C'est un équipement qu'on trouve dans toutes les salles standards. Et puis là, en arrivant, il va falloir qu'on recule un petit peu pour vous montrer, il y a aussi des énormes machines à bobines, j'allais dire à l'ancienne. Oui, on est même équipé d'un labo où on peut développer la bobine ici. C'est dingue. Et vous en jouez souvent des films sur bobine encore? Ça arrive, à chaque fois on doit faire appel à un projectionniste plus qualifié que quelqu'un qui s'est improvisé comme moi, mais ça arrive. C'est dingue, hein. On va parler aussi de ce fonctionnement dans quelques instants, dans quelques minutes, de cette association qui fait revivre ce cinéma ici à Paris, le dernier cinéma associatif de France. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, que vous découvrez cette histoire dans Ensemble c'est mieux. Encore plein de choses à découvrir et sûrement aussi pour participer. Mais c'est dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Merci Rafale. Alors, d'abord, c'est le dernier cinéma associatif de Paris. Il y en a encore quelques-uns en France. On va lui taper un petit peu sur les doigts, Rafale. Hein. Il n'a pas bien lu ses fiches. Et puis, j'étais assez saisi de penser qu'il y a un labo de développement des films. Hein. C'est du 24-36. Hein. C'est comme nos vieilles péloches dans nos appareils 24-36 réflexes. Mes amis, on va immédiatement sauter à la palette contact parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir prendre contact avec nous. C'est au travers de Julie. Et oui, si vous avez des idées, des questions, des belles idées même, on est preneur et vous avez 3 moyens pour nous contacter par téléphone. Tout d'abord au 0805 383 383, notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 et puis Instagram, le hashtag Ensemble c'est Paris et le compte de France 3 Paris. Ça, regardez, ça passionne le chef. Le chef vous a écouté très attentivement, hein, Yannick. Justement, je regardais les numéros. Ben oui, il vérifiait. Vous répéter le numéro. Non, mais c'est ça, un chef. Hein. Le chef, il est chef avant tout. Hein. Il est chef, il regarde que le travail soit bien fait, que ça corresponde à la fiche technique, etc. Voilà, c'est normal. Voilà. Et pour les réservations de la Tour d'Argent, non, on s'en occupe pas. On s'en occupe pas encore, mais peut-être, non, on verra après l'émission. On va trouver un partenariat. Il y a sûrement des trucs à faire. Merci. Allez, on va immédiatement s'occuper de nos petites bêtes avec Alix. Oh, oui, c'est le jour. Alix Barbarino de l'école d'Alfort, l'école vétérinaire, elle, quand on lui amène nos bêtes, en général, c'est qu'il y a un vrai problème, hein, puisque vous bossez aux urgences. Il vaut mieux pas me voir.
au Oui, c'est travail. ça. Vous savez, c'est comme quand on sort chez le dentiste. Bon, bah, à bientôt. Pas trop vite, quoi. Bah, voilà, c'est Exactement. ça. Vous, on vous aime beaucoup. Nous, on est content de vous avoir aussi souvent, mais il vaut mieux pas trop vous voir quand on est patient, en tout cas. Exactement, oui. Alors, il y a des pathologies qui sont particulières, évidemment, aux jeunes animaux. Et oui. Et notamment les chiens et les chats, parce que ce sont les plus possédés Ceux en en tout France. cas, moi, je vois le plus souvent. Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que vous avez peut-être été gâté par le Père Noël qui vous a amené un petit chiot ou un petit chaton. Non. Ça Moi, peut j'en arriver, ai en tout cas. oublié. Mais malgré tout, même si on vous l'amène en bonne santé, il y a toujours une période un peu critique autour de l'adoption où il peut développer certaines maladies qui peuvent être très graves et qui peuvent parfois nécessiter une hospitalisation et malheureusement, parfois aussi qui se finissent mal. Donc, il faut être un peu prudent avec ça. Et quand vous venez d'avoir un chiot ou un chaton, déjà se renseigner, savoir d'où il vient. Est-ce qu'il a une identification? C'est une obligation légale en France actuellement lorsqu'on donne ou qu'on vend un animal de compagnie type chien-chat. Et vérifier qu'est-ce qu'il a eu comme vaccin. Normalement, Bah oui. on doit avoir des vaccins quand Le on carnet est de vaccination, tout petit. quoi. Oui. Voilà. Et malgré tout, les vaccins ne protègent pas à 100% tant que l'animal n'est pas complètement vacciné. Il faut plusieurs vaccins pour considérer un animal comme protégé. Comme des rappels, quoi. Comme Exactement. pour nous, les rappels, quoi, quand on est Exactement. gamin. Mais Voilà. alors, quelles sont les maladies en fait, qu'ils risquent d'attraper? Alors, celle qu'on connaît le plus, qu'on voit le plus souvent en clinique, s'appelle la parvovirose. Virose comme virus, donc c'est un virus qui existe chez le chien et le chat. Chez le chat, c'est ce qu'on appelle le typhus, parfois un petit peu plus Ah oui, connu. d'accord. Voilà, donc de la diarrhée, des vomissements, ça sent mauvais, il y a du sang. Et Très des sympa. animaux, voilà, Ça, c'est un chouette très sympa. programme Surtout quand on vient d'après d'apprendre Noël, un animal, ça donne envie. Là. Voilà, surtout sur les beaux tapis, etc. Et puis l'animal, accessoirement, qui n'est pas bien quand même, ce qui fait toujours, toujours Bah autant ouais, mal au ouais, cœur. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, il faut vacciner son animal, en tout cas les vaccins quand il est petit. Et ce virus-là particulièrement est très résistant. Donc si vous amenez votre petit chiot qui n'est pas encore complètement vacciné, jouer avec un groupe de chiens adultes qui peuvent être vaccinés ou pas, mais en tout cas ne pas forcément présenter la maladie, mais la transmettre, ça peut être dangereux pour lui. C'est également un virus qui peut se transmettre par vos chaussures. D'accord. Ah oui. Attention, quand vous avez des jeunes animaux qui ne sont pas complètement protégés. Si vous avez prendre marché des dans un précautions chien d'hygiène. contaminé... non, mais effectivement... Dans un chien, vous faites comme vous voulez, mais... Mais on a bien compris que les Voilà. déjections canines, elles sont partout, dans les rues, Oui. enfin, de moins en moins, heureusement, on fait gaffe. Mais alors, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, Alix. Autant le chien, il est facilement confinable, autant le chat est un animal qui va se balader, et se balader extrêmement loin. Donc ça veut dire qu'on doit le garder confiné pendant tout le temps où il n'est pas suffisamment vacciné? Il ne sort pas de chez vous si vous êtes en banlieue, à la campagne? Dans notre coin, on va dire, région parisienne, il y a quand même beaucoup de chats qui vivent en intérieur strict, qui peuvent avoir Ouais, accès à un balcon, ouais. mais parfois même juste à une grande fenêtre. D'accord. Pour cela, du coup, simplement les précautions d'hygiène quand vous rentrez chez vous. Par contre, pour les autres qui vont avoir accès à l'extérieur, effectivement, le temps qu'il ait ses premiers rappels de vaccination, donc les premiers mois finalement, il vaut mieux le garder à la maison et toujours bien se laver les mains, faire attention. Et c'est une période un peu critique. Et si on a, Pardon, allez-y, Julie. si on a plusieurs animaux, comment on fait? Il faut les séparer? Alors, des adultes Des adultes et oui, alors ça peut chien être ou un peu chiot. compliqué effectivement à gérer. Ça dépend toujours des vaccinations que vous avez continué à faire ou pas. Il y a des gens qui choisissent oui. d'arrêter les vaccinations sur vos animaux. Et de toute façon, avant les 4 mois, on va dire, le dernier rappel de ce qu'on appelle la primo-vaccination, donc la première année de vaccination, oui, il faut quand même faire très attention, même au contact avec vos animaux à vous, parce que même si eux ne sont pas malades, ils ont pu rencontrer des copains qui le sont, et chez l'adulte avec des formes qui ne sont pas très graves. Mais chez le bébé, comme chez nous, ça peut prendre des proportions importantes. Et Alix, encore une question. Est-ce qu'il y a des maladies communes aux humains et à nos animaux? Est-ce qu'il y a des maladies qu'on peut leur transmettre, malheureusement? Alors, c'est plutôt dans l'autre sens. Ah, d'accord. Il y a des maladies qui sont transmissibles de l'homme à l'animal. Après, pourquoi pas Oui, dans l'autre sens, mais il y a des maladies, effectivement, qui peuvent être transmissibles de l'un à l'autre, et dont certaines qui peuvent avoir des conséquences importantes. Une connue, la leptospirose. Maladie, problème de rein, qui se transmet principalement par l'urine des rongeurs. Donc en région parisienne, il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Oui, ça, l'homme peut être atteint de ce genre de maladie. Ah oui, il faut faire gaffe quand même. Il faut bien vacciner ses animaux. Il faut bien vacciner ses enfants aussi, on le dit, parce que malgré tout ce que l'on peut entendre parfois sur le vaccin, ça, globalement, protège formidablement. C'est un progrès dans la médecine absolument essentiel. Donc pour les animaux comme pour les humains. Merci beaucoup, Alix, d'être venu nous mettre un petit peu au courant. Justement, le mercredi, c'est le jour des enfants. On en parlait à l'instant. Maison des experts, direction Gif-sur-Yvette. Vous n'êtes jamais allé dans la maison des experts, chef? Non. Ah, vous allez voir, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est Lélia, puisqu'on parle des enfants. Elle va nous faire fabriquer des ballons de baudruche Zarbi. Insolites. Bonjour, je m'appelle Lana.
Bonjour, je m'appelle Alice. Bonjour, je m'appelle Evelyne. Nous sommes venus aujourd'hui pour fabriquer des oiseaux ballons. Bonjour Evelyne, bonjour Lana, bonjour Alice. Aujourd'hui, je vous propose une activité qui nécessite très peu de matériel. On va fabriquer des oiseaux ballons. Ouais! On y va. Très bien. Pour réaliser nos oiseaux ballons, il nous faut un ballon, de préférence de votre couleur préférée. C'est quoi toi Alice, ta couleur préférée? Rose. C'est rose. Voilà. On essaie de pas trop le distendre. Maintenant qu'on a gonflé nos ballons et qu'on a fait un nœud, on va faire les pattes de l'oiseau. Pour ça, on choisit une feuille de papier cartonné de la couleur que l'on préfère et on va dessiner les pattes. Et ensuite, je vais découper et coller mon oiseau sur les pattes. Pour ça, je vous conseille d'utiliser du double face. Tu vois Alice, on prend un tout petit morceau. Vas-y. Maintenant, la deuxième partie, on va réaliser le bec de l'oiseau et les yeux. Pour le bec, petite astuce, je vous conseille de dessiner en amont un petit rectangle qui va nous servir à coller le carton sur le ballon. Et ensuite, de faire 2 triangles de chaque côté qu'on va ensuite plier et qui vont faire le bec. Voilà, on a découpé notre bec, nos yeux sont prêts et on n'a qu'à mettre le ruban adhésif sur le petit rectangle qu'on avait prévu à cet effet et ça se colle tout seul. Il est beau, hein? Une belle tête de poule. Pour la dernière étape, on va fabriquer la huppe, la queue et les ailes. Pour ça, on prend du papier de soie et avec une paire de ciseaux, on va faire des franges en coupant. On va en faire sur toute la longueur et finalement rapporter tout ça au centre. Maintenant, on n'a plus qu'à les coller. Et voilà, on a terminé nos oiseaux ballons. Cette activité faite en plein été peut aussi être l'occasion de sensibiliser vos enfants au fait que pendant les grandes chaleurs, les oiseaux ont soif. Et donc on peut accompagner cette activité avec le fait de mettre une petite coupelle d'eau à la fenêtre et observer les oiseaux. On résume. Pour fabriquer un oiseau en ballon de baudruche. Gonflez un ballon et dessinez des pattes d'oiseau sur un papier cartonné, découpez-les puis collez-les au ballon. Petite astuce, utilisez du scotch double face pour plus de facilité. Dessinez, découpez puis collez un bec et des yeux. Découpez des ailes, une huppe et une queue avec du papier de soie, puis collez-les. Votre oiseau ballon est à présent terminé. Voilà une activité toute simple à faire en famille. Julie, tu es en train de me dire, moi j'ai arrêté les ballons, ça me gonfle. Non, mais bon, je vous comprends un petit peu. Et c'est du plastique en plus, j'ai doublement arrêté. En plus, c'est un bestiaire qui tombera pas malade, celui-là. Hein, celui qu'on se fabrique avec des ballons de baudruche. Non, mais c'est pour dire. On serait capable d'avoir un appel pour nous demander comment le soigner. Hein. Oui. Ah, on oui. ne sait jamais. Oui. Il est un peu dégonflé, là. Je sens un peu flappy. Voilà. Merci. Allez, on va immédiatement retrouver Rafale dans ce cinéma associatif dans le 5e arrondissement. Un beau lieu, hein. Chouette. Bien. Oh, bah, j'ai raté la maison des experts, moi, mais par contre, parce que j'étais en pleine projection, évidemment, on teste un peu ce qui va se passer. Ce soir, je suis toujours au cinéma La Clé, dans le 5e arrondissement de Paris, dernier cinéma associatif de la capitale. Les amis, on parlait de la programmation, on se demandait justement comment étaient projetés ces films. Victor va nous en parler. Comment ça va, Victor? Ouais, ça va bien, ça va bien. Bon, la programmation globale, comment ça se passe? Comment vous décidez? Il y a un film tous les jours? Oui, tous les soirs, on fait une projection, du coup, à partir de 19h30, avec, des événements. Les réalisateurs viennent, ou bien des gens qui connaissent le film, qui ont travaillé sur le film, viennent pour créer des débats, pour discuter sur le film. Mais il y a un programmateur, une programmatrice ici? Oui, alors du coup on est plusieurs collectifs de programmation. Il y a aussi des personnes toutes seules qui peuvent proposer des films, ou des associations aussi qui peuvent proposer des films. On a travaillé aussi, on a fait des partenariats avec des festivals aussi qui vont proposer des soirées. On fait un travail d'équipe, on a une réunion par mois et on organise la programmation du mois d'après. Peut-être que d'ailleurs, vous aussi, ça vous donne envie de participer à la programmation. Peut-être comme Almout qui est là. Comment ça va, Almout?
Très bien, merci. Almoud, voisine du cinéma. Voisine du cinéma et nous avons créé un collectif pour défendre ce cinéma en 2018 déjà, à la première fermeture. Et parce que ce quartier-là a absolument besoin de ce cinéma qui est un vrai lieu de vie avec une programmation de qualité. Un vrai lieu de rencontre, hein, ça on comprend bien pour le coup. Ça fait combien de temps que toi, côtoies le cinéma à la clé? 10 ans. Ça fait une dizaine d'années. C'est quoi ton plus grand souvenir de cinéma ici? Ouais, il y a plusieurs, mais j'ai par exemple, là tout de suite me vient le film Barbara, un film allemand de l'Est. Il y avait aussi I'm Not a Negro. La liste est longue, donc sur 10 ans, vous pouvez vous imaginer. Mais c'est surtout, on se bat pour que la programmation de cette qualité puisse continuer. Et c'est pour ça qu'on soutient fermement les collectifs. Donc j'imagine cinéma pour gagner leur cause. Plusieurs voisins, plusieurs voisines, des habitants du quartier s'investissent. On est une grande association qui sont très présents. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être que des membres nous regardent, des oreilles bien rasées. N'hésitez pas à nous retrouver, hein, parce qu'on prépare la projection de ce soir. Et justement, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Qu'est-ce qui se passera dans les jours qui viennent? Ici à la clé, je vous dis tout pendant la recette, la fin de l'émission. Rafale, nous on le sait bien en plus que c'est important les cinémas de quartier, parce que pour les ados, où est-ce qu'ils vont s'embrasser autrement, hein? Ailleurs que dans le noir, hein? Bah oui, il faut y penser. T'imagines, il n'y a déjà plus de bancs. Il n'y a plus de bancs publics. Ici, il n'y a plus de cinéma de quartier. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On peut plus s'embrasser, quoi. Voilà, bon, nous, on est pour que ça dure. Allez, à tout à l'heure, Rafale, pour maintenir les cinémas de quartier. Mes amis, j'ai d'autres belles idées, mais je vais laisser la place à Julie, parce que quand elle dit belle idée, c'est belle idée. Hein. Ça rigole pas. Et ce matin, c'est une belle idée green, une solution simple pour vous accompagner dans la réduction de votre impact écologique tout en faisant des économies. C'est le concept d'Oupla. Oupla pour Only One Planet. C'est vrai, une planète, on n'en a qu'une seule, alors il faut en prendre soin et chacun peut agir à son échelle. Petit tour de table. Comment vous agissez à votre échelle? Est-ce que vous avez des gestes au quotidien pour essayer d'être plus écolo? Le tri des déchets et quasiment pas de voiture. C'est bien, c'est un bon début. Et vous, Benjamin? Le tri des déchets et essayer d'acheter des choses un petit peu produites localement. Ça aussi, c'est important, c'est vrai. Vincent? De moins en moins de plastique, du verre, et mon scooter, je le pousse. Je n'allume plus le moteur, le gros menteur. C'est pour ça que vous mettez du temps pour venir. Et chef, comment vous faites à tour d'argent, vous? Bah, pour pareil, avoir moins d'impact. les tris, on trie nos poubelles aussi. Oui, bien sûr. sûr. Vraiment au maximum. Et puis vous cuisinez les épluchures, enfin vous essayez vraiment d'exploiter. de récupérer au maximum. Et voilà. Et puis on essaye d'acheter nos produits les plus green possible, quoi. Ouais. Alors Oupla, elle, cette start-up nous propose des box avec à l'intérieur tout le nécessaire pour adopter les bons gestes au quotidien. Par exemple, il y a un kit pour réduire sa consommation d'eau, une box pour limiter les déchets justement quand on fait sa toilette, et puis il y a aussi une box pour les dents. Regardez. Oupla, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a créé des box thématiques qui traitent chacune d'un aspect de notre empreinte du quotidien. On a déjà lancé 3 produits. Un premier qui s'appelle le Kito, qui permet en fait de réduire sa consommation d'eau de manière très simple. Un kit qui s'appelle la box à dents, qui permet une hygiène bucco-dentaire saine et durable. Et un troisième qui s'appelle la box visage, pour une hygiène du visage naturelle et zéro déchet. Et donc notre quatrième solution, c'est une lessive en poudre. Les lessives liquides contiennent 95% d'eau, donc on a décidé de retirer cette eau puisque vous en avez chez vous et de vous la réduire en poudre avec les principes actifs. Donc vous faites le mélange directement chez vous. Alors à terme, cette jeune entreprise veut proposer une trentaine de kits. À chaque fois, ce sont vraiment des idées simples et économiques pour nous montrer qu'on a tout à gagner à être écolo. Mais l'idée des 2 fondateurs, Thibaut et Tristan Aron, n'est pas non plus de nous faire culpabiliser. On les écoute. J'ai fait un tour du monde pendant 1 an sur la transition énergétique. Donc, je suis allé recenser des initiatives un peu partout dans le monde en matière de transition énergétique, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de solutions qui existaient un peu partout pour réduire son impact. Et j'ai été aussi, à l'occasion de ce tour du monde, hyper sensibilisé sur la pollution plastique sur terre, mais aussi en mer. Et donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas, en rentrant, proposer des kits simples, clés en main, qui vont permettre de réduire son impact au quotidien, dans les petits gestes qu'on fait chaque jour. Et on croit en fait que c'est plus en valorisant les petites actions du quotidien que chacun peut faire
du fait de chacun être une partie du problème, on peut devenir chacun une partie à notre échelle de la solution. C'est pour ça qu'on a pris comme slogan « Les petits gestes qui rapportent gros ». Et c'est vrai que ce sont vraiment des petits gestes qui peuvent rapporter gros. Regardez avec ce kit, donc pour l'eau, on peut diviser notre facture d'eau par 2. Dedans, ce sont des réducteurs, 4 régulateurs à mettre sur les robinets. Le kit coûte 25 € et Hoopla promet 140 € d'économie par an et par personne au sein du foyer. Donc vous faites le calcul, ça peut vraiment rapporter. Et puis pour faire encore plus de bien à la planète, pour chaque kit acheté, ils plantent un arbre afin de lutter contre la déforestation. C'est bien ça, Benjamin. C'est très important. De toute façon, planter des arbres, on aime ça. Ouais, puis c'est très utile. Vous savez quoi, moi je fais un vœu. Je me dis, on se souvient souvent des périodes de l'histoire autour d'événements plus ou moins heureux et souvent dramatiques. J'aimerais que dans 200, 300 ans, on repense au début du XXe siècle en disant les terriens ont compris tout d'un coup que l'écologie était le sujet majeur. Exactement. Voilà, prendre soin de la planète. Je suis sûr que dans 200 ans, de toute façon, si ce n'est pas le cas, il n'y aura plus personne dans 200 ans pour s'en souvenir. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui doit nous unir et pas nous diviser. Il n'y a pas le choix. Merci beaucoup, Julie. Allez, mes amis, on va se faire du bien à notre écologie intérieure. Avec le chef, c'est le menu du jour. Yannick Franck, alors, est-il besoin de dire, parce que vous êtes habitué de l'émission, que c'est un meilleur ouvrier de France cuisinier ? Son col l'indique, c'est important. Voilà. Puis alors, il a fait ses classes avec deux grands chefs extrêmement vénérés et vénérables, que sont Christian Constant, et vous êtes passé en équipe d'Alain Ducasse aussi, vous avez travaillé avec lui. Voilà. Non, c'est pour dire, on n'arrive pas par hasard tout d'un coup, tiens, on va chercher un chef pour la Tour d'Argent, on va aller le chercher à la campagne. Non. Généralement, il faut avoir fait ses preuves. C'est une grande maison. Est-ce que la Tour d'Argent, elle se réinvente à chaque chef, ou est-ce qu'il y a quand même des standards, des plats signatures qui restent? Je veux dire, on fait toujours du canard chez vous, du canard au sang? Oui, et il faut le garder, ce canard au sang. C'est ce qui a fait la réputation de cet établissement. Donc, il faut essayer de le rajeunir, d'amener une modernité. Mais il faut garder toutes ces choses-là. Et puis, c'est la plus belle vue de Paris sur Notre-Dame, qui est malheureusement pas très en forme depuis l'incendie. Mais vous assistez donc à la rénovation, aux premières loges. Exactement. Voilà. Super. Ben, on viendra chez vous quand on fera un spécial Notre-Dame. On fera un petit tour par la Tour d'Argent. Non, on passait juste comme ça. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Alors, c'est un vrai mystère. Alors, c'est un mystère. Tout le monde connaît le mystère glacé qu'on mange devant la télé. Ça, on l'a tous mangé. On peut pas... Glace vanille couvert de pralin. Non, pas flambé, mais... c'est du pralin. La glace vanille, la noisette. Petite meringue au milieu. Et la meringue au milieu, voilà. Moi, j'ai reproduit ça en salé, avec un blanc d'œuf monté. Attendez, je vais venir vous filmer, j'ai ma petite caméra. Ah ouais, non, parce que là, ça mérite des gros plans, comme dirait l'autre. Parce que là, on a quand même... à chaque fois, je me cogne dans ce décor. Ah oui, ça a bougé. C'est pas grave. Regardez, parce que quand il dit ça ressemble à un mystère, oui, ça ressemble vraiment à un mystère, ce petit dôme. Alors, vous n'avez pas couvert avec du pralin. Non, c'est une chapelure de brioche, tout simplement. De brioche. Attention, là, on voit on est très Tour d'Argent. Les grands restos, on les aime aussi pour ça, les restaurants étoilés, parce que là, on aurait pu prendre du pain de mie. Non, la brioche va apporter... Une brioche toastée, ça amène un petit goût de gourmandise, quoi. Ouais, de beurre, quoi. Voilà, oui, Yannick, bien sûr. Et alors, à côté, ça, c'est la même, pas encore... Ouais, j'ai préparé chaque étape. Pour bien vous montrer comment ça... Alors, comment est-ce qu'on démarre? Je ne suis pas sûr qu'on le fera chez soi, mais donnez-nous quand même la marche à suivre. Alors, on peut le faire à la maison, bien sûr. Là, c'est des blancs montés en neige. Alors, c'est des blancs montés en neige, donc je les ai montés un peu à l'avance, donc ils sont retombés un petit peu. Mais pour vous expliquer le principe, donc on va prendre les blancs d'œufs, on va chemiser. Chemiser? Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va mettre le blanc d'œuf à l'intérieur. Alors, on peut prendre des bols, si on n'a pas de moule. Oui, on peut prendre des ramequins si on veut. Des petits ramequins, oui. Bien mettre du beurre tout autour du ramequin à ce moment-là. Dites donc, il faut le monter assez ferme, alors, le blanc d'œuf. Oui, il faut les monter assez ferme. Donc là, je les ai montés un peu à l'avance, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu retombés. Oui, mais bon, ça tient. C'était pour vous montrer. Ensuite, on va mettre le jaune d'œuf à l'intérieur. Alors là aussi, il faut avoir clarifié son œuf avec précaution pour pas qu'il éclate. Voilà, exactement. Ensuite, on va remettre le blanc d'œuf dessus. En fait, faites un peu comme un travail de pâtissier, là. Exactement, oui. Voilà, parce que quand on monte des gâteaux, c'est souvent comme ça, par couches successives. Le pâtissier va sucrer les blancs d'œufs. Nous, on va juste les saler. D'accord. Voilà, et après, on les cuit au four. À 80. Ça cuit dans le moule? Oui, parce que le but, c'est de cuire le blanc d'œuf. D'accord. Vous voyez, regardez comme il tient bien. Ouais. Et de garder le jaune d'œuf cru à l'intérieur. C'est là
où ça se complique. C'est assez génial, en fait. On reconstitue une sorte d'œuf, quoi, mais magnifié. Alors, il y a un truc que je vous demande, chef, quand même. Vous mettez rien, ni sel, ni aromate? Les blancs d'œufs, pour les serrer, c'est en pâtisserie, on va mettre du sucre, ce qui va permettre de tenir les blancs d'œufs. Et en cuisine, c'est le sel. Ça va nous permettre de serrer les blancs. Donc, ils sont déjà salés. Voilà. Et puis, c'est mieux au moment de la dégustation plutôt que d'avoir du Voilà, il faut blanc les d'œuf. assaisonner en même temps, mais voilà, c'est ce qui permet de serrer les blancs d'œufs. C'est une sorte de meringue souple salée, quoi. Voilà. Hein? D'accord. Comme on peut dire une île flottante, voilà, c'est la base d'une île flottante. Ça cuit combien de temps? Alors 10 minutes. D'accord, 80 degrés. Ça, hein. 80, On va mettre basse là-bas, température. on n'a plus besoin. Je vais vous montrer. Alors, je vais basculer juste ça là. 80 degrés, on peut le mettre éventuellement donc dans des ramequins, dans un petit bain-marie court, enfin dans une cocotte. Un petit avec un peu d'eau au bain-marie, fond. voilà, et on cuit ça à 80. D'accord. Comme des œufs cocottes, quoi. Ou comme Voilà, des... 10 minutes, pas plus, parce qu'il ne faut pas qu'on cuise le jaune, donc c'est très important. Alors après, on va, donc une fois qu'il est cuit, ça se tient bien, hein. Voilà, ouais. ça ne bouge on pas. le voit, hein. On va y mettre un peu d'huile d'olive dessus. Alors je précise, l'huile d'olive Tour d'Argent, c'est quand même mieux. Vous ne pouvez pas les louper comme ça. Écoutez, c'est marrant que vous n'ayez pas parlé d'huile d'olive d'une autre maison. Hein. Ça, Voilà. Mais c'est malin. Non, mais on ne peut pas les louper, parce que c'est sûr, c'est pas mensonger, ça. Elle vient d'où, votre huile d'olive, d'ailleurs? Des Baux-de-Provence. Ah, bah voilà, Vallée des Baux, même... c'est une AOP. Voilà, hein, exactement, donc, c'est quand même une belle huile d'olive. Donc, on met de l'huile d'olive sur le mystère. Voilà. Ça va servir, en fait, à coller la chapelure? Voilà, exactement. Et on n'aurait pas pu mettre du beurre clarifié? Oui, mais bon, le beurre clarifié, ça n'a pas beaucoup de goût, et puis c'est gras. Ça fige. Pas... Voilà. Hein, puis Ensuite, on met juste la chapelure dessus. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien d'avoir ce petit récipient avec une grille, hein, parce que ça permet que l'excédent... Voilà, on récupère tout l'excédent. Ça aussi, c'est un outillage de pâtissier, hein, en fait, plus ou moins. Mais bon, oui, voilà, oui, un peu. Vous avez recyclé en cuisine, et c'est bien. Hein. Voilà. Là, c'est fini? Là, c'est fini. Le mystère est terminé. Et donc, après, nous, on met une crème de parmesan. Attendez, vous savez quoi? On va aller voir Rafale. Parce que là, il est en train de bouillir d'impatience. Je le connais, hein, dès qu'on commence à parler cuisine, ça le rend malade. Bon, enfin, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, il aimerait bien être avec nous. Mais non, Vincent, justement, je sais ce que vous allez faire ce soir. Ce soir, les amis, 19h30, vous venez voir ici à la Clé Cinéma Associatif de Paris. À 19h30, le film Louise Michel de Benoît Delépine qui sera là en plus pour le présenter, pour discuter avec les gens. Vous allez voir, c'est sur une usine délocalisée. Et puis hop, derrière, vous allez dîner à la Tour d'Argent. Ensemble, c'est mieux, vous avez fait le programme. Qu'est-ce qui va se passer dès jeudi, dès demain ici à la Clé? Je suis avec Claire. Demain, on part sur un cycle de 4 jours autour du cinéma noir américain et on essaie de parcourir l'histoire du cinéma noir américain en 4 jours, donc c'est un peu short, mais ça va être pas mal. Et on fait un concert de jazz jeudi, une soirée hip-hop samedi, et on aura pas mal d'intervenants, dont une réalisatrice américaine de 70 ans qui nous fait l'honneur de venir, et des critiques qui viennent présenter les films, etc. Et voilà, et vous évidemment, n'hésitez pas à venir. C'est prix libre, les amis. Vous pouvez donner ce que vous voulez pour assister à une de ces soirées. Ça s'appelle La Clé, c'est dans le 5e arrondissement de Paris. Demain, les amis, je prends un cours de bonne manière. Ce sera du côté de Versailles. Vous n'avez pas envie de rater ça. À demain. À demain, Rafale. Ça y est, le chef va mettre la crème de parmesan. C'est du parmesan. Alors, c'est du parmesan et de la crème, tout simplement. D'où le nom crème de parmesan. Voilà, crème Parce de que là, parmesan. on est bien, Pas on est carré. d'ingrédients cachés. Et alors, ce que je voulais voir, évidemment, c'est l'effet qu'a le client lorsqu'on lui apporte ce mystère. Montrez-moi, chef. Voilà, alors regardez. Hop, voilà, on coupe. Et effectivement, alors là, c'est magique. Voilà. Pourquoi? Parce que le jaune d'œuf est resté coulant à l'intérieur. Voilà, vous voyez les blancs d'œufs qui sont bien cuits, ça bouge pas. C'est comme un petit flan. Un petit flan salé, enfin un flan de blanc d'œuf. Voilà, alors génial. Selon les saisons, on le fait à la truffe. Personne n'y touche, hein. Je retourne à ma place, mais je préfère mettre mon nom dessus parce que ça, je reviens dans 2 secondes. Hein. Dès que j'ai rendu l'antenne, comme on dit chez nous. Merci Alix d'être venu nous parler de nos petites bêtes. Merci à Benjamin, les bons trucs pour les plantes d'intérieur. Merci Julie pour la belle idée avec des box en carton. Merci chef, j'arrive. J'arrive. On se retrouve demain, jeudi. Ça sera plus le jour des enfants, ça sera votre jour à vous. Voilà, carrément. Je vous l'offre ce jeudi. À demain.